Lucas Bouchato. Il était une fois 2017. C'était une année où le premier jour est arrivé plus tard. Il y a des années comme ça. Mais généralement, ça cache quelque chose. Comme une bouteille de champagne qui tarde à exploser. Au final, tout le monde était éclaboussé. Trump Actuellement, est président. Donald Trump élu 45e président des États-Unis. L'année 2017 a commencé le 20 janvier, aux US. Washington DC, la capitale. Le monde avait les yeux rivés sur la Maison Blanche, où l'on a vu ce gros bonhomme à la mèche blonde poser sa main sur la Bible. On voulait pas y croire, et on savait que tout allait être différent. Un monde où Donald Trump est président de la première puissance mondiale. Ça nous semblait impossible. On avait eu plusieurs mois pour se préparer, mais ça n'a pas suffi. Pour une fois, on voulait que ce soit une fake news de la part de l'homme qui a forcé la création du terme « fait alternatif ». On a même fait des paris pour nous consoler. Combien de temps allait-il tenir? Combien de jours avant sa destitution? On préférait en rire avant de devoir en pleurer. Et ça nous permettait de pas regarder chez nous. Tu vas voir Renaud si elle va pas changer la France. Du côté de l'Hexagone, on est en plein dans une série à suspense, quelque part entre House of Cards, Gladiator et Attrape-moi si tu peux. Sauf que c'était pas sur Netflix. C'est bizarre de devoir allumer France Inter, RTL ou France 2 pour avoir le nouvel épisode de ta série préférée. Cette série à succès, qui a conquis plus de 37 millions de spectateurs en France, a eu pour conclusion d'élire le nouveau président français. Oui, une série à suspense en télé-réalité est un concept original, mais il arrive tous les 5 ans chez nous. Quand on a vu ce qui se passait chez les Ricains, on a quand même eu un peu peur. Qu'est-ce qui se passerait avec Trump, Poutine et Le Pen au Conseil de sécurité de l'ONU, chacun disposant d'un arsenal nucléaire conséquent? On voulait pas y penser trop souvent, mais on en discutait quand même avec son voisin. C'était fini, on était accro à cette série. Le choix a commencé avec les primaires des deux partis traditionnels, les Républicains et le Parti Socialiste. François Fillon et Benoît Hamon l'ont respectivement emporté. On se retrouve donc avec, d'un côté, un père la morale du XVIe siècle, et de l'autre le piconnet des bobos écologistes parisiens. La cravate contre le Vélib, en somme. On ne pouvait rêver meilleure opposition entre ces partis rivaux, et on a attrapé le popcorn pour attendre le second épisode. Le 18 mars, on connaît le nom de tous les candidats de ce feuilleton digne des Hunger Games. En plus de deux déjà nommés, on retrouve le stand-upper pour la France, Nicolas Dupont-Aignan, la frontiste Marine Le Pen, le marathonien Emmanuel Macron, la lutteuse Nathalie Arthaud, l'anticapitaliste Philippe Poutou, le solidaire et progressiste Jacques Cheminade, le résistant Jean Lassalle, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'unipopulaire et républicain François Asselineau. Le combat s'annonce violent, acharné, avec du sang, la chic et du mollard, un vrai combat de gladiateurs. C'en fut trop pour le vieux Chuck Berry qui s'éteignait à l'âge de 91 ans devant cette intensité rock. Alors que les sondages vont bon train et donnent François Fillon et Marine Le Pen favoris pour le second tour du scrutin, deux bombes médiatiques vont chambouler le visage de cette élection palpitante. La première concerne la candidate frontiste, sur ses assistants parlementaires au Parlement européen, et sur son micro-parti qui lui permet de s'enrichir personnellement. Si la candidate d'extrême droite réussit à sauver les meubles en appelant à la discrimination politique, l'utilisation de son immunité parlementaire donne à Philippe Poutou son ordre de gloire lors du débat du 4 avril avec sa non-immunité ouvrière. Heureusement pour elle, Marine Le Pen ne perd pas son électorat, mais son image est au plus bas. Les conséquences seront plus tragiques pour le candidat Fillon. En effet, ce dernier est soupçonné d'employer fictivement sa femme, ce qui la fout mal quand on prône une rigueur morale exemplaire. De plus, le candidat des Républicains a essayé de suivre la même ligne de défense que sa voisine politique, jusqu'à affirmer l'existence d'un cabinet noir de l'Élysée, qui cherchera à le détruire politiquement. Le candidat se discrédite largement aux yeux du grand public et plonge dans les sondages. Alors que tous les médias sont captivés, que les réseaux sociaux ressemblent à une bataille rangée, il fallait un dénouement pour toute cette histoire. Comment terminer cette épopée de plusieurs mois qui a tenu en haleine la France entière? Il fallait un duel au sommet, au corps à corps, avec du sang, de la sueur, des larmes. Marine Le Pen et Emmanuel Macron furent désignés. L'ancien ministre de François Hollande a réussi à rallier au centre, un peu au PS, un peu républicain, et se pose comme favori de ce combat. Il arrive au débat de second tour comme le grand rassembleur face au Front National. La candidate frontiste essaye de jouer la carte de l'agression, mais se plante, magistralement, lors d'une séquence surréaliste.
Il est 20h. Le nom du prochain président de la prochaine présidente de la République, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Le 7 mai, Emmanuel Macron est élu président de la République. Dans la foulée, le président obtient la majorité à l'Assemblée nationale et présente son gouvernement. Un gouvernement qui se veut rassembler un peu à droite, un peu à gauche, avec des personnalités bien différentes allant de Gérard Darmanin à Nicolas Hulot. Le nouveau gouvernement n'a pas le temps de chômer. La guerre en Syrie force toujours plus de migrants à tenter le rêve européen. Selon le Parisien, il y aurait eu 1,2 million de demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne en 2016. Et le nombre de noyés en mer Méditerranée explose. La question des migrants va s'imposer comme une question cruciale de l'année, et sans doute du quinquennat. Quelques semaines plus tard, l'Europe frappe encore l'Europe. Le 3 juin, une voiture blindée fonce dans la foule à Londres. Tue 8 personnes Et en blesse 48. La troisième fois de l'année que la capitale britannique est visée par l'organisation État islamique. 2 semaines plus tard, la première ministre, Theresa May, perd la majorité absolue à la Chambre des communes, fragilisée par ces attentats, et critiquée sur la question du Brexit, qui n'arrivera d'ailleurs pas cette année. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. L'été est plutôt calme cette année. On se repose après tant de péripéties. Notre repos connaît cependant 3 éclipses. La première fut Simone Veil, femme d'État et de culture, féministe et rescapée de la Shoah. Son combat en faveur de l'IVG va donner le la à la libération de la parole des femmes. Elle sera rejointe par Jeanne Moreau. Un mois plus tard, l'actrice passée par la comédie française, par le petit écran, avant de flirter avec les cinéastes de la nouvelle vague, ne nous fera plus rêver. Enfin, le 21 août, une éclipse solaire totale est observable aux États-Unis, ce qui donne au président Donald Trump une nouvelle occasion de se ridiculiser en l'observant sans protection. Cependant, la tempête arrive après le calme. Cette tempête s'appelle Irma. L'ouragan de catégorie 5 sévit pendant 2 semaines et cause des dégâts catastrophiques dans les Antilles. 2000 foyers dévastés en Martinique. Les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont touchées à 80%. Le 8 septembre, au plus fort de la tempête, Adrien Nougaret, dit Zerato, réunit la communauté gamer française et récolte plus de 450 000 € pour la Croix-Rouge à la suite d'un live caritatif de 50 heures. Les gamers seront même félicités par le président Macron himself. Une autre note de fête vient s'ajouter après la tempête. Paris organisera les Jeux Olympiques de 2024. La capitale française dépasse Los Angeles et accueillera l'événement un siècle après les derniers JO de Paris. 10 jours plus tard, on retrouve le serious business avec les élections fédérales en Allemagne. À l'image des élections en Angleterre, la chancelière Angela Merkel est ballottée et se retrouve obligée de composer avec son rival social-démocrate Martin Schulz. Le mois d'octobre s'annonce explosif. Le gouvernement régional de Catalogne organise un référendum d'autodétermination. La question est de savoir si les Catalans veulent vivre dans une république indépendante. Le scrutin est déclaré illégal par la justice espagnole alors que le oui l'emporte majoritairement. S'ensuit une crise politique majeure avec la fuite du président de la région, Charles Puigdemont, en Belgique. Octobre est aussi la période de libération de la parole des femmes. Le New York Times rapporte que 12 femmes accusent l'influent producteur Harvey Weinstein de viol et d'agression sexuelle. Le monde du cinéma s'embrase, en radiant M. Weinstein et sa compagnie de nombreuses instances du 7e art. Suite à cette affaire, de nombreuses actrices vont s'exprimer et témoigner de ce genre de comportement dans le monde du cinéma. La parole se libère. En France, la journaliste Sandra Müller lance sur Twitter le hashtag Balance ton porc pour appeler les femmes à dénoncer des comportements déviants. Le porc étant le surnom d'Harvey Weinstein au Festival de Cannes. En 3 jours, 150 000 messages émanant de 16 000 personnes sont envoyés sur ce hashtag. Déjà, à ce moment, certaines personnalités comme Catherine Deneuve ou Christine Boutin dénonçaient ce qu'elle présente comme une chasse aux sorcières. Le débat ne perd en vigueur que lorsque l'Arabie Saoudite a attribué la nationalité à Sophia, un androïde. Il s'agit du premier non-humain à recevoir une nationalité,
Rappelons juste que cet androïde a actuellement plus de droits que la majorité des femmes qui vivent dans son pays. L'année 2017 nous réserve un dernier lot de révélations, les Paradise Papers. Il s'agit d'une fuite de plus de 13 millions de documents détaillant des comptes offshore de sociétés et de personnalités dans les paradis fiscaux. Selon les estimations, cela représenterait une perte de 120 milliards d'euros pour l'Union européenne. Pour le clap de fin de cette année, ayons une pensée pour Malcolm Young, guitariste de AC/DC, Jean Rochefort, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday qui nous ont quittés cet hiver. À présent, place à 2018.